Il faut réviser quoi pour l'écrit? Alors pour l'écrit, il faut réviser, ce que vous avez déjà fait. En gros, vous reprenez tous vos devoirs de l'année, vous voyez ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi, toutes les étapes et cetera, et à partir de ce moment-là, vous vous remettez les choses en tête. Mais en fait, pour le commentaire, éventuellement, vous pouvez réviser les figures de style si vous avez peur de les oublier. Vous pouvez réviser, je sais pas, les différents procédés qu'on a pu voir. Vous pouvez essayer de vous faire la liste. Voilà, ça pourrait être intéressant, de se faire la liste de tous les procédés auxquels il faut penser. Je sais pas, genre, on pense toujours aux figures de style, peut-être qu'on pense un peu moins à la ponctuation, peut-être qu'on pense un peu moins euh, au rythme du texte, peut-être qu'on pense moins à l'organisation du texte. Est-ce que je regarde bien le début, regarde la fin? Est-ce que les deux choses se répondent? Si c'est un poème, est-ce que j'ai bien regardé les rimes, etc. Enfin bref. Éventuellement, ce que vous pouvez faire demain, du coup, hein, puisque très concrètement ça va se passer comme ça, pour le commentaire, demain, vous essayez de prendre une feuille blanche et de penser à l'avance à tous les procédés possibles. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé tous les procédés à partir de rien, vous prenez les différents textes que vous avez fait pendant l'année, ou vous pouvez prendre des textes des annales du bac, etc. Vous les prenez et vous essayez de voir si vous trouvez des procédés. En gros, vous vous entraînez. Ça peut être une très bonne manière de procéder. Vous voyez, vous prenez... euh, hop, c'est pas là. Euh, vous prenez un texte du bac, typiquement. Voilà, vous prenez un sujet et vous dites, est-ce que j'ai des choses à dire dessus? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Euh, et à partir de là, vous voyez ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, vous avez, en gros, quand vous allez regarder dans les annales, vous allez avoir des textes de tous les genres possibles et vous essayez de réfléchir dessus. En gros, c'est ça. Voilà pour ça. Alors, comment on fait pour trouver le rythme du texte? Alors, c'est là où il faut passer du temps à la lecture. Il faut qu'on soit attentif à nos impressions de lecture. Il y a des textes où on a l'impression qu'ils sont lents. Ils sont peut-être lents parce qu'il y a des phrases qui sont à rallonge. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est aussi lent là? Pourquoi il va pas plus vite? Peut-être qu'il va pas plus vite parce que c'est pour qu'on observe plus le paysage, si c'est une description. Donc dans ces cas-là, le rythme du texte, il accompagne la description. Donc ça a une utilité. Si c'est des phrases très rapides, c'est peut-être pour plus accélérer le rythme. Pourquoi il accélère le rythme? Ah, parce que le personnage, il est en train de courir. Bon, là, ce serait intéressant. Ou alors le personnage, il est un petit peu enthousiaste et du coup, il regarde tout partout. Et donc, c'est pour nous communiquer son enthousiasme. Le rythme du texte, il est basé pas mal sur ce que nous, on perçoit du texte à la lecture. Voilà. Pour un commentaire, il faut combien de lignes et de pages? Et pour la dissertation? En fait, c'est très compliqué puisque vous avez tous des graphies différentes. Si je prends un gabarit type copie double, type copie double, un truc comme ça, voilà. En gros, dans l'idée, bon là ça marche pas, c'était des plans détaillés, etc. Mais dans l'idée, une introduction, a priori, ça vous prend une demi-page. Voilà, mais donc selon l'écriture, il faut adapter. Et de toute façon, c'est pas tant la quantité, c'est aussi la qualité. Si vous n'avez pas fait des choses de qualité, ça va être plus compliqué. Mais en gros, une intro, ça prend à peu près une demi-page. Et si vous faites un commentaire, par exemple, en deux parties, avec trois sous-parties, on peut considérer que vous allez prendre à peu près une page par partie, à peu près une autre page par partie, et que votre conclusion, elle va faire à peu près une demi-page aussi. En gros, une copie double bien remplie, il me semble que c'est une bonne qualité, c'est un bon gabarit de devoir. Voilà. Euh, alors, ce qui est important d'indiquer le registre du texte? Oui, parce que dans le registre du texte, en fait, on va avoir des attentes. Par exemple, le registre du texte, si c'est un texte qui est plutôt triste, on a des attentes. On s'attend à être triste. Donc, si on perçoit il y a un texte qui est triste, donc, il faut qu'on se pose la question comment il nous rend triste. Voilà. Le registre du texte, c'est ce qui va vous permettre d'appuyer les enjeux, ce qui va vous permettre de donner des enjeux précis et concrets. Voilà.
Donc, il faut bien analyser ce que c'est. Par exemple, là où ça peut jouer des tours, il faut être sensible au texte, aussi au texte en lui-même et pas seulement aux attentes du texte. L'année dernière, c'est un texte de Diderot qui est tombé. Donc là, on se dit Diderot, philosophe des Lumières, donc ça va être un texte sur la littérature d'idées. En plus, il y avait marqué littérature d'idées. Oui, problème, c'était un texte qui parlait de description de paysage. Mais du coup, c'était de la littérature d'idées ou pas? Ben, certes, mais ne pas voir qu'il décrivait un paysage et une promenade et qu'il y avait des enjeux esthétiques et on va dire de la beauté dans la promenade, bah, c'était louper le texte. Donc, soyez attentifs, non pas à ce que vous savez du texte, mais vraiment au texte. Parce que ça se trouve que vous allez tomber sur un texte, je sais pas, issu d'un livre que vous avez déjà lu, et vous allez dire ah ouais mais ça veut dire ça, ça veut dire ça, et vous allez complètement louper ce que dit le texte. Et en fait c'est ça le problème, c'est quand on perd de vue le texte. Donc soyez attentifs à ça. Quand on fait une dissertation en 3 parties, il faut faire 2 ou 3 sous-parties. Bah là c'est libre. Pour le coup, en gros la règle c'est qu'il faut qu'en tout il y ait 6 sous-parties. Donc si vous faites 3 fois 2, ça marche. Si vous faites 3 fois 3, bah oui c'est bon. C'est l'idéal, c'est ça. Après, euh, 2 sous-parties solides, c'est largement assez, hein. Si c'est bien démontré, c'est largement assez. Faut pas se forcer à faire en 3 fois 3, 3 fois 3 parce qu'il faut faire comme ça. Il faut encore avoir de quoi les remplir. Donc voilà comment on révise l'écrit, on révise ses procédés, on relit des textes, on relit les commentaires qu'on a eus pendant l'année, les appréciations pour essayer de voir comment on peut s'améliorer, est-ce qu'il y a des choses qu'on reproduit d'une fois sur l'autre. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on révise l'écrit. Et sur ça, il y avait une autre question. Alors, entre les sous-parties, il faut aller à la ligne. Oui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les sous-parties, on ne saute pas de ligne, par contre, on va à la ligne, et donc si on va à la ligne, automatiquement, on fait un alinéa. Voilà. Alors, on m'a posé la question, comment on trouve une problématique pour un poème? Et donc, je me suis dit, c'est bizarre de se poser la question aussi précisément, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à trouver une problématique pour un poème? Et bien, c'est vrai que les poèmes, ça vous pose problème. Donc j'ai essayé de trouver deux, trois petits éléments pour vous permettre d'analyser ça. Donc, pour le commentaire du poème, ce qu'il est important de faire, déjà, ça va être de le lire plus de fois. C'est pas juste le lire 3 fois, là, il faut le lire 4, 5, 6 fois parce que un poème, c'est obscur, c'est bizarre. Donc, pour le commentaire de poème, il faut comprendre la situation du poème, c'est-à-dire réussir à se représenter la scène, à ce que ce soit pas abstrait. Un poème, souvent, c'est un peu flottant, c'est un peu abstrait, c'est un peu les émotions, mais on voit pas trop ce qu'il veut dire, et où est-ce qu'il est, et à qui il parle, etc. Donc il faut réussir à normaliser le texte. Ensuite, pour le commentaire, il va falloir dire des choses qui sont sous-entendues. Vous voyez que là, le poème qu'on a pris tout à l'heure, là, je vais essayer de vous remettre, voilà, ici, celui-là, de Sully Prudhomme, et ben il est ah non, alors, c'est pas celui-ci. Voilà. Il dit pas que il dit pas explicitement que le cœur est pareil au vase. C'est à vous d'expliciter ça. Par contre, il ne s'agit pas de l'expliciter à la fin en mode révélation. C'est la structure du poème. Il faut le dire au début. C'est un enjeu du poème, ça. Le fait que le vase soit pareil au cœur, etc. C'est un vrai enjeu du poème. Donc, on ne peut pas se contenter de faire tout reposer là-dessus. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Il y a un sous-entendu du texte et il y a un entendu du texte. En gros, l'entendu, c'est ce qui est évident. Et le problème, c'est que dans un poème, ce qui est évident, c'est pas toujours facile à trouver. Parce que justement, le poète, déjà, il cache. Comme il n'a pas beaucoup de mots pour dire les choses, il va pas dire j'entrais dans la pièce et je la voyais. Non, il va trouver un moyen de dire comme la porte s'ouvrait, elle me regardait. Bon, il va, voilà, il va trouver d'autres moyens. Et vous, il faut que vous soyez un peu plus strict en disant bon bah là, concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce que concrètement il fait, qu'est-ce qu'il sous-entend, et il faut le dire explicitement. Mais, et c'est là où je vous ai mis l'élément en gras, il ne faut pas être trop premier degré.
Je reprends un des poèmes qui a été fait par la classe, qui était le poème, donc c'était Demain dès l'aube. Dans Demain dès l'aube, je me suis retrouvé avec euh, des analyses du type oui, le père va rendre visite à sa fille, on comprend qu'elle est morte, mais on l'a en grand 2. Ben, on comprend qu'elle est morte très vite, c'est pas un enjeu essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de se dire comment est-ce qu'il nous présente la mort de sa fille et comment est-ce qu'il nous présente le deuil. Mais le fait qu'elle soit morte, c'est pas un mystère. Il y a éventuellement un mystère au début qu'on va élucider dans un grand 1, mais ensuite, c'est pas une révélation. Donc il y a des choses qui sont sous-entendues, mais c'est pas parce qu'elles sont sous-entendues que vous devez les laisser sous-entendues jusqu'au bout. Vous n'avez aucun intérêt à faire durer le suspense, vous. Au contraire, vous devez dire, bah ça c'est là, et donc ça veut dire ça, et bah voilà. Ce que j'ai mis ensuite, on comprend que sa fille est morte, ça n'est pas une analyse quand le poème parle de ça, justement. Comme dans Le Dormeur du Val. Dans Le Dormeur du Val, c'est pas une... Enfin, c'est une révélation quand on lit le poème, mais dans votre analyse, ça ne doit pas être une révélation. Ça doit être une donnée que vous prenez en charge. Parce que vous faites pas une analyse linéaire, vous faites une analyse composée. Donc, voilà. La différence qu'il y a pour les poèmes, c'est que en général, quand vous analysez un texte, vous analysez un extrait de texte. Vous allez analyser une scène. Donc, il ne va pas avoir des enjeux forcément déterminants parce que vous n'avez pas conscience de tout le contexte. En revanche, en général, un poème, c'est complet. Vous l'avez du début à la fin. Et ben, évidemment, le poète, il va chercher à amener le lecteur à un certain point. Il va y avoir une chute plus facilement, alors que dans les autres textes, on n'a pas forcément de chute. Donc il va y avoir une chute, il va y avoir une situation de départ, une situation d'arrivée, il va y avoir peut-être des péripéties, etc. Comme c'est quelque chose de clos, de fini, eh ben, on est un peu tenté de voir une révélation à chaque fois. Non, il faut partir du principe que le texte, il a son déroulé, vous le suivez, mais qu'il y a un sous-entendu et que vous allez plus accentuer les dimensions sous-entendues en essayant de montrer pourquoi est-ce qu'il cache ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Bon, voilà, donc euh, représentez-vous la scène, imaginez-vous si c'était dans un film, qu'est-ce que ce serait comme moment, comment est-ce que ce serait filmé, si c'était une scène de théâtre, comment est-ce que ce serait joué. Essayez de le sortir un peu de ce côté très oh là là, je suis dans ma tête, je suis dans mes songes, je suis un poète, etc. Bon, mais ne soyez pas trop premier degré non plus. Essayez d'aller plus loin que simplement ce que le texte sous-entend. Essayez de dire, bah oui, il sous-entend qu'il y a un lien entre le voyage et la mort de sa fille. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle du deuil. Ok, d'accord, là on avance. Voilà. Et enfin, dernier conseil que je vous ai mis, c'est qu'un poème, c'est la mise en relation du sens et du son. Les poètes se prennent la tête pour faire des rimes. Donc, pour qu'il y ait le même son à des endroits différents du texte. Ils se prennent la tête pour qu'il y ait des allitérations. C'est en général à ce moment-là qu'on découvre les allitérations quand on étudie les textes, c'est à travers des poèmes. Ils se prennent la tête pour chaque mot, pour que chaque mot, il ait une espèce de sonorité, qu'il ait quelque chose. Et en général, cette sonorité-là, ils essayent de la mettre en lien avec le sens. L'exemple que je vous ai toujours pris, c'est dans Le Voyage de Baudelaire, quand il dit Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, où le A, grand, clarté, lampe, tout ça est d'une sonorité ouverte, et il nous dit que le monde est grand, donc on a la bouche qui est ouverte en grand, et après on a aux yeux du souvenir que le monde est petit, on a la bouche en tout petit, comme les sonorités. Il y a un lien entre le sens et le son. C'est pas une règle qui est valable de manière absolue dans le roman, dans les récits, parce que vous pouvez pas maintenir cette tension-là entre le sens et le son pendant tout un roman. Par contre, en poésie, c'est beaucoup plus fréquent. Si on prend toujours notre Sully Prudhomme là. Donc, il nous dit, ici, là, vous voyez, il nous parle de vers fêlés, il nous parle de verveine. Bon, le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé, et le coup du thé fleurait à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Donc là, à la lecture, on repère que, en lisant à voix haute, il y a les V, il y a les F. V, F, comme ça. Il y a un truc un peu filant, sifflant. Vous voyez, ces sonorités-là, le V,
Le V, le F, tout ça, ça siffle un peu. Il y a un côté un petit peu un interstice. Vous voyez, quand on siffle, quand il y a quelque chose de sifflant, c'est que ça passe, c'est de l'air qui passe entre deux choses très très fines. C'est le principe du sifflement. C'est que vous allez réduire l'air, c'est de la mécanique des fluides, vous allez tellement réduire l'air que ça va produire un son. Vous voyez, on n'est pas capable de siffler la bouche grande ouverte. On est capable de siffler que fermée. Donc c'est un truc, ces sonorités-là, le V, le F, là comme ça nous dit un truc qui est très fin. Et ben, après, c'est des analyses qui se défendent, mais moi, j'y vois quelque chose comme euh, la fissure. C'est le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé, le coup du thé fleuré à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Il y a un truc très discret à travers ces sonorités-là, de V et de F, qui sont des sonorités discrètes. C'est pas un A, c'est pas un O, c'est un V, c'est un F. Euh, vous aurez du mal à crier un F, à crier une sonorité effleurée. Vous ne pouvez pas le crier, le effleuré, puisque vous fermez la bouche. Le vase, vous ne pouvez pas crier le vase. Donc, c'est quelque chose de fin et de discret. Et ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'un coup d'éventail. Il nous parle de choses légères. Donc, dans ce poème-là, le son accompagne le sens. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on arrive doucement à de l'analyse. Et vous voyez, ce ne serait pas forcément vrai sur tout. Mais là, ici, il commence son poème et on sent quelque chose. Vous voyez, dans la poésie, les sons en K, les sons cassants, les sons en T, tout ça, ça arrête. Alors que si vous avez que des sonorités en M et en L, je ne sais pas si vous parlez de la communion lente des amants, bon bah ça, tout ça, c'est très doux, c'est fluide. La communion douce, etc. Bon voilà, tout ça c'est fluide. Mais par contre, si on vous parle d'un coq fier, bah là les sonorités vont vous arrêter. Donc le coq fier, il y a un truc un peu, voilà, où on va s'élever comme ça, où on va être fier justement. Il y a des sonorités qui vont avec les sons. Et en poésie, plus que dans les autres genres, en général les deux sont liés. La forme et voilà. Et ne serait-ce que la poésie aussi, la musicalité à travers les rimes, justement. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé comment est-ce qu'on analyse, alors comment est-ce qu'on fait la problématique d'un poème, mais vous voyez que la problématique d'un poème, elle va venir aussi parce que vous êtes capable de voir au-delà de la profondeur, enfin au-delà du texte en lui-même, euh, ce qui est intéressant. Voilà pour ça, et c'était Noah qui m'avait demandé de travailler pour lui une correction rapide du texte issu du Chant du Monde de Giono au bac 2023. Alors, on va évidemment pas tout analyser, mais je vais simplement vous donner des pistes pour ce genre de texte, parce que ça peut tomber le jour J, un texte qui, j'imagine, c'est pour ça que Noah m'a demandé de l'analyser. C'est parce que, a priori, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le lire en défilant avec vous, et qu'ensuite on va faire une espèce de petite analyse rapide. En gros, je vais vous faire un commentaire à chaud et on va voir ce qu'on est capable de dire. Donc vous allez arriver face, imaginez le jour J, vous arrivez face à ce texte-là et vous allez devoir le lire. Donc, le paratexte nous dit: c'est au bord d'un fleuve, au cœur d'un paysage de montagne, que vit Antonio le pêcheur, en harmonie avec la nature. La saison est déjà bien avancée. Il doit toutefois remonter le fleuve et traverser des gorges. Afin de savoir si ce projet est encore réalisable, il décide d'entrer dans l'eau. Il plongea. Dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou. Elles renforçaient le cou. Il entra de son seul élan dans le gluant du courant. Il se dit: l'eau est épaisse. Il donna un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Il avait de longues lianes d'eau ligneuse enroulées autour de son ventre. Il serra les dents. Il donna un coup de pied. Une lanière d'eau serra sa poitrine. Il était emporté par une masse vivante. Il se dit: jusqu'au rouge. C'était sa limite. Quand il était à bout d'air, il entendait un grondement dans ses oreilles, puis le son devenait rouge et remplissait sa tête d'un grondement sanglant à goût de soufre. Il se laissa emporter. Il cherchait la faiblesse de l'eau avec sa tête. Il entendait dans lui: rouge, rouge. Et puis le ronflement du fleuve, pas le même que d'en haut, mais ce bruit de râpe que faisait l'eau en charriant son fond de galet.
Le sang coula dans ses yeux. Alors, il se tourna en prenant appui sur la force longue du courant. Il se replia son genou droit comme pour se pencher vers le fond. Il ajusta sa tête bien solide dans son cou et en même temps qu'il lançait sa jambe droite, il ouvrit les bras. Il émergeait, il respira, il revoyait du verre. Ses bras luisaient dans l'écume de l'eau. C'étaient de beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. Les belles épaules fendaient l'eau. Antonio penchait à son visage jusqu'à toucher son épaule. À ce moment, l'eau balançait ses longs cheveux comme des algues. Antonio lançait son bras loin devant, loin là-bas devant. Sa main saisissait la force de l'eau. Il la poussait en bas, sous lui cependant qu'il cisaillait le courant avec ses fortes cuisses. L'eau est lourde, se dit Antonio. Il y avait dans le fleuve des régions glacées, dures comme du granit, puis de molles ondulations plus tièdes qui tourbillonnaient sournoisement dans la profondeur. Il pleut en montagne, pensa Antonio. Il regarda les arbres de la rive. Je vais aller jusqu'au peuplier. Il essaya de couper le courant. Il fut roulé bord sur bord comme un tronc d'arbre. Il plongea. Il passa à côté d'une truite verte et rouge qui se laissa tomber vers les fonds, nageoire repliée comme un oiseau. Le courant était dur et serré. Pluie de montagne, pensa Antonio. Il faut passer les gorges aujourd'hui. Enfin, il trouva une petite faille dans le courant. Il s'y jeta que dans un grand coup de ses deux cuisses, l'eau emporta ses jambes. Il lutta des épaules et des bras, son dur visage tourné vers l'amont. Il piochait de ses grandes mains. Enfin, il sentit que l'eau glissait sous son ventre dans la bonne direction. Il avançait. Au bout de son effort, il entra dans l'eau plate à l'abri de la rive. Il se laissa glisser sur son air. De petites bulles d'air montaient sous le mouvement de ses pieds. Il saisit à pleine main une racine qui pendait. Il éprouva en tirant doucement, puis se hala sur elle et sortit de l'eau, penché en avant, au plein soleil, ruisselant, reluisant. Ses longs bras pendaient de chaque côté de lui, souples et heureux. Il avait de bonnes mains, aux doigts longs et fins. Alors, voilà pour ce texte. Donc ce texte qui est assez long quand même, on pourra remarquer, même si il y a des passages un peu plus courts au niveau des lignes. Donc, ce texte, il est très intéressant parce que, a priori, pour trouver des enjeux là-dedans, on se dit, on est un peu embêté, quoi. Est-ce qu'on a une action? Est-ce qu'on a un truc? Bon, oui, on a une action. Il veut remonter le courant. Ok, d'accord. Bon, donc on a une action. Qui fait cette action-là? C'est un marin. Ok, c'est un pêcheur. Ok, un pêcheur en harmonie avec la nature. Ah, ok, le paratexte nous a dit qu'il était en harmonie avec la nature. Donc, ça veut dire que s'il est en harmonie avec la nature, a priori, ça réveille quelque chose en nous. Normalement, l'homme, il n'est pas en harmonie avec la nature, puisque l'homme, il s'est civilisé, etc., etc. Peut-être qu'il pourrait y avoir une forme d'animalisation, s'il est en harmonie avec la nature. Ok, on se laisse ça de côté. Là, vous voyez, tout ce que je dis, c'est un peu ce qui me passe par la tête, c'est le côté brouillon, bac à sable. Toutes ces idées-là, on les met. On essaye de voir, ok, c'est un pêcheur. Ce pêcheur, il traverse quelque chose, ça a l'air d'être une épreuve. C'est vrai, mais est-ce que lui, il ressent ça comme une épreuve? Peut-être pas. Donc il y a une différence entre l'action, qui est perçue comme difficile, remonter tout le courant, d'ailleurs ça lui prend tout le texte, et la perception de cette action difficile, une certaine détermination. Donc là, vous voyez qu'il y a une tension qui se crée. Pourquoi il y a une tension? Parce que d'un côté, on a la difficulté, et de l'autre côté, on a quelque chose qui a l'air habituel. Donc ça nous paraît bizarre. Donc ça, on a ça dans un côté. Ok, donc on a le pêcheur qui a l'air d'être à l'aise alors que c'est difficile, qui a l'air déterminé alors que d'autres auraient trouvé ça dangereux. Ok. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit mais c'est quoi le titre de ce qu'on a? Bah, le titre, c'est le chant du monde. Et alors là, on va se dire, bah, le chant du monde. Est-ce que le monde qui nous est présenté dans ce texte, il a l'air de chanter? Bah franchement, ouais. Franchement, on a l'impression de voir quelque chose qui est plutôt chantant, qui est plutôt agréable. On se retrouve avec une nature qui est par moments très agréable même. Donc, on se dit, ok, a priori, le titre, il n'a pas l'air d'être ironique. Donc, on va se retrouver avec une espèce de mélange de description et d'action plutôt agréable. En même temps, malgré cette harmonie-là, on ne peut pas nier le fait que on a l'impression qu'il y a une forme de combat, quand même.
parce que il remonte le courant. Donc, à la fois, il est en harmonie avec la nature, et en même temps, il va contre nature, littéralement. Le courant, c'est ce qui vous amène à un endroit, et lui, il remonte le courant. Donc, il fait quelque chose de contre nature, et c'est précisément ce qu'on appelle une prouesse. Donc, il y a un côté un peu prodigieux dans un acte qui est pourtant assez banal, puisque c'est un pêcheur qui est dans l'eau et qui remonte le courant. Donc on a une scène banale, on a un personnage plutôt banal qui pourtant fait un acte assez exceptionnel, le tout dans une nature qui est censée être hostile mais qu'on perçoit à travers ses yeux comme étant plutôt agréable. Et bien donc, finalement on se rend compte qu'on est peut-être un peu dans les yeux euh, du pêcheur. Et d'ailleurs le pêcheur, on a presque envie de lui donner une personnalité. On se dit, bon, il a l'air d'être un peu bourru, d'être un peu sec, mais sauf qu'il parle jamais. Alors si, il parle, mais il parle à lui-même. Il parle qu'avec des phrases très courtes. L'eau est épaisse. Parfois, c'est même pas des phrases. Jusqu'au rouge. Rouge, rouge. L'eau est lourde. Il pleut en montagne. Je vais aller jusqu'au peuplier. Et à un moment, il dit juste pluie de montagne. Bon, il y a le côté un petit peu sec, un petit peu bourru, et le fait que ces phrases courtes-là, elles traduisent, vous voyez, comme on lit le rythme avec une interprétation, et bien là, les phrases courtes, elles viennent rythmer le texte avec les commentaires du pêcheur, qui nous donnent aussi une information sur, on va dire, alors pas son niveau d'éducation, mais en tout cas son côté, sa personnalité. Une personnalité qui n'est pas très parlante. Il parle pas beaucoup. On sait qu'il parle pas beaucoup, alors qu'il parle avec personne. Il y a aussi euh, une certaine impression de il sait ce qu'il fait, il est déterminé. Qu'est-ce qui nous donne cette impression-là? C'est à nouveau les phrases courtes. Regardez, il donna un coup de jarret, il avait tapé comme sur du fer, il ne monta pas, il avait de longues lianes ligneuses enroulées autour de son ventre. Vous voyez que là, c'est très intéressant comme phrase parce que on a dans le même temps l'action. Donc vous voyez, c'est juste une description. Enfin, c'est la description d'une action. On a ce qu'il fait lui. Il donne un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Un truc très strict. Et de l'autre côté, comment on va traduire le courant? On ne peut pas traduire le courant par quelque chose de strict. Non. On va traduire le courant. Je vous ai dit, les sonorités en L, ça passe très bien. Donc là, 3 phrases très courtes. Et ensuite, il avait de longues lianes d'eau ligneuse enroulées autour de son ventre. Là, regardez ça. Ça, c'est une allitération magnifique. Longues lianes d'eau ligneuse. Vous voyez, on a une espèce de... On a une traduction par les mots des longues lianes. On ressent les longues lianes. Puisque à lire ça, comme on a lu 3 phrases qui étaient très sèches, on se retrouve avec une phrase qui est beaucoup plus liquide, littéralement liquide, puisque les sonorités en L, c'est ce qu'on appelle des sonorités liquides. Donc là, vous voyez que juste avec ça, juste avec ces 2 phrases-là, on pourrait commenter tout un tas de choses dessus. Il y a 3 phrases courtes, il y a une phrase longue. Les 3 phrases courtes, elles désignent les actions du pêcheur. La phrase longue, elle désigne l'action du courant qui est donnée par la rivière. Et vous voyez que ça, on le retrouve à plein de fois. On voit, il se laissait emporter. Il cherchait la faiblesse de l'eau avec sa tête. Vous voyez qu'il y a un côté presque stratégique. Il sait que ça va lui arriver. Du coup, il n'est pas étonné. Il ne trouve pas ça grave, il ne trouve pas ça inquiétant. Vous voyez, il sait où est sa limite. Ça veut dire que ce qui lui arrive là, c'est pas un fait exceptionnel. C'est son habitude. Ce qui fait que c'est exceptionnel, c'est que nous, on n'a pas l'impression que ce soit possible. Mais lui, en gros, il vient banaliser l'exceptionnel. Et vous voyez que ça passe par des choses graves. Hein. Le sang lui coule là dans les yeux, mais sauf que tout est prévu. À quoi on voit que tout est prévu? Avec ce alors. Ici, le alors, il nous montre que alors il se tourna un peu en prenant appui sur sa force le long du courant, etc. Et vous voyez que toutes les actions sèches qu'il avait au début, peu à peu, à mesure qu'il est dans l'eau, là, ça devient quelque chose de très naturel. Comme s'il avait réussi à vaincre le naturel contre lui pour créer un autre courant dans l'autre sens. C'était 2 beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. En fait, bon, là je vais aller un peu loin, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut tout interpréter. Enfin, c'est pas aller loin du tout, mais je veux dire, c'est aller très technique. On a identifié que les phrases courtes, c'était plutôt celles qui étaient associées au pêcheur. Et que les phrases longues, c'était celles qui étaient plutôt associées à l'eau.
Et on voit que qu'est-ce qui va nous donner l'impression qu'il a gagné le combat? Et ben, c'est qu'il va réussir à s'approprier l'eau, c'est-à-dire qu'il va réussir à créer son propre courant. Donc, à avoir des phrases longues qui correspondent à ses actions et pas aux actions de l'eau. Et vous voyez que typiquement cette phrase-là, c'était deux beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. C'est une phrase qui est très longue, qui est très étirée, qui est très agréable à entendre, qui n'est pas du tout sèche. Il a créé son propre courant. Donc il a vaincu le courant. Et vous voyez que, regardez là, on retrouve des phrases plus courtes, mais qui viennent à nouveau montrer à quel point il a gagné. Enfin, il trouva une petite faille dans le courant. Il s'y jeta d'un grand coup de ses deux cuisses. L'eau emporta ses jambes. Donc là, on voit que les phrases courtes, ça vient aussi mimer le combat. L'eau emporta ses jambes. On a aussi le vocabulaire, le champ lexical de la lutte. Il lutta des épaules et des bras, son dur visage tourné vers l'amont. Il piochait dans ses grandes mains. Enfin, il sentit que l'eau glissait sous son ventre dans la bonne direction. Et là, on a la phrase courte au milieu du paragraphe, minimale, pour nous montrer que le marin ne perçoit, enfin le pêcheur ne perçoit qu'une chose, il avançait. Au bout de son effort, il entra dans l'eau plate à l'abri de la rive. Il se laissa glisser sur son air. De petites bulles d'air montaient sous le mouvement de ses pieds. Il saisit à pleine main une racine qui pendait. Il éprouvait en tirant doucement, puis il se hala sur elle et sortit de l'eau, penché en avant. Alors là, vous voyez que dans les textes littéraires, tout ce qui est du domaine de la lutte n'est jamais très loin du domaine, on va dire, un petit peu plus charnel, un petit peu plus sexuel, justement. Et là, cette fin de texte où ses longs bras pendaient de chaque côté de lui, de souples et heureux, il avait de bonnes mains aux doigts. Bon, d'une certaine manière, il a tellement... pareil, on considère aussi que l'amour est une forme de combat aussi. Faire l'amour, c'est un peu une forme de combat, de lutte, etc. Ça, c'est les considérations, on va dire, plus classiques sur ce genre d'éléments-là. Donc, il y a une opposition qui est très claire. Il y a une opposition entre euh, l'homme et l'eau, et il sent que c'est un combat. Et ce combat-là, qui est très dur par moments, a des moments de fluidité et se termine par une espèce de repos. Donc là, l'entièreté de la scène, c'est l'entrée dans le combat et le repos après le combat. Ça, c'est un truc de premier degré. Et ce premier degré-là, il faut aussi dire que, très concrètement, il veut remonter un courant. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Par contre, comment ça nous est raconté? Ça nous est raconté à travers, justement, un combat, donc vocabulaire de la lutte, donc c'est ça qu'on va chercher à mettre en avant, et à travers, justement, cette espèce de... Vous voyez, il y a une espèce de sexualisation un peu de cet Antonio. Deux beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude. Il y a une dimension érotique dans ce texte-là. Alors je sais bien que vous, dès qu'il s'agit de percevoir une dimension érotique dans un texte, vous êtes assez frileux, et je comprends que vous puissiez l'être en l'état, surtout le jour du bac, mais euh, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou. Cette description du corps, d'un corps qui est a priori nu, ou en tout cas peu vêtu, bon, il y a quelque chose à faire de ça. Surtout que c'est un combat qui est physique. C'est un combat qui est physique et qui termine par une forme d'union. Vous voyez qu'il trouva la faille dans le courant, il s'y jeta, et puis là, c'est quand même... Enfin, il se jette dans la petite faille d'un grand coup de cuisse, puis il y a l'eau qui lui emporte les jambes, il lutte des épaules et des bras, etc. Et ça finit par quoi? Il sent l'eau qui glissait sous son ventre dans la bonne direction. Et donc là, il y a une forme d'union, justement, du corps et de l'eau qui se fait à la fin. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses dans ce texte-là qui partent toujours d'une seule chose minimale, à savoir, ben, c'est un homme qui veut remonter le courant, premier degré. C'est un homme qui veut remonter le courant et qui nous est raconté à travers une forme de lutte. Ah ok, les deux personnages sont très clairement identifiés à travers la manière de présenter le texte, avec les phrases courtes pour le personnage, les phrases longues et liquides pour le courant. Mais on voit que ce jeu-là, ce rapport de force va se redistribuer, puisque d'un côté, on peut se retrouver avec euh, le personnage qui va réussir à s'approprier en gros des phrases longues, à faire durer et à montrer qu'il est capable de produire son propre courant. Et de l'autre côté, l'eau qui est capable de montrer aussi
une certaine forme de détermination et de sécheresse à travers des phrases courtes pour au final créer une forme d'harmonie presque érotique à travers ça. Donc voilà, je développe pas plus que ça sur ce texte-là. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses, qu'on a dit aussi qu'à partir d'une interrogation, pour vous dire, ce texte-là, je l'avais pas lu, hein. Donc ce que je vous ai dit, c'est aussi au fil de la pensée. Euh, et donc aussi pour dire que vous êtes tout à fait capable de faire ce genre, de produire ce genre de, peut-être pas dans le détail, mais en tout cas de produire ce genre de réflexion à partir de votre propre pensée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai répondu aux attentes de Noah? Je ne sais pas si j'ai fait du bon travail ou pas. Euh, alors, bah, la nature, elle domine en partie Antonio, mais par contre, il lâche pas. Ce qu'on peut dire, ce qu'il faut pas louper là dans le texte, c'est que à la fin, il a réussi. Tu vois, quand on prend juste ce passage-là, là, à la fin, il y a euh, l'eau glissait dans la bonne direction, il avançait. Donc il arrive à aller à contre-courant et à la fin, il a fini au bout de son effort, il entre dans l'eau plate à l'abri de la rive, donc ça veut dire qu'il a fini, l'eau est plate, il n'y a plus le courant, et il saisit à pleine main, donc ça veut dire qu'il a toujours de la force, et puis il finit par se reposer euh, avec, voilà, il avait de bonnes mains aux doigts longs, etc. Et ça finit un peu sur le repos du guerrier quand même. Mais il y a un combat. Par contre, tu as vu le fait qu'il y a un combat. Voilà. Et aussi, j'imagine que tu n'as pas passé 2 heures de réflexion dessus. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit sur ce texte, soit sur le bac? C'est un peu le live de la dernière chance, puisque je pourrais a priori pas faire de live jeudi, puisqu'il y a bref, il y a des choses pour l'oral du bac dont je dois m'occuper. Si jamais il y a une inquiétude fondamentale et besoin de juste normaliser un peu la chose la veille du concours, enfin du bac, éventuellement j'en ferai un, mais bon, pareil. Non, a priori, je pense que j'en ferai pas. Voilà, je vous dis. Peut-être le matin, si jamais on a besoin, mais je pense que là, le jour, la veille, il faut plutôt se reposer. Il faut plutôt se détendre. Donc si jamais il y a des questions qui restent, qui demeurent, ce sera sur Instagram plutôt. J'essaierai d'y répondre en condition. Donc voilà. Alors bon, après Noah, il faut se rassurer aussi, hein. Peut-être que c'est pas parce que t'as fait en condition que, enfin, ça se trouve ta lecture se justifiait d'un certain aspect. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire comme Noah là. Alors peut-être pas plein de fois, mais pour le commentaire, n'hésitez pas à aller sur ce que je vous ai montré la dernière fois sur les annales du bac pour aller voir ce qui se fait à peu près. Alors, le jour du bac, qu'est-ce qu'il faut ramener? Bah, un stylo. Alors apparemment, il paraît que, mais ça j'ai eu aucune confirmation, affirmation, il paraît que il vaut mieux prendre des stylos un peu classiques, pas les stylos effaçables. Voilà, je sais pas, ça poserait des problèmes par rapport au scan. Vraiment, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais sinon, bah, en termes, bah, il y a marqué sur votre convocation de prendre votre convoque, tout simplement, et de prendre votre carte d'identité, enfin votre pièce d'identité, pardon, quelle qu'elle soit. Et puis voilà, et puis sinon, bah, prenez quand même quelque chose à manger au cas où. Parce que, alors, je vais vous dire un truc, même si vous avez l'habitude de manger le matin, il est possible que le stress fasse que vous n'ayez pas du tout envie de manger. Sauf qu'au bout de 4 heures, de 3 heures d'épreuve à réfléchir, vous allez avoir le ventre qui va gargouiller et tout le monde va vous entendre, et je sais pas. Donc pensez à prendre un petit truc à manger au cas où, puisque de toute façon vous faites une pause entre votre brouillon et votre recopier au propre, puisque vous allez passer 2 heures au brouillon, puis vous allez passer 2 heures ensuite dans la rédaction, et il ne faut pas que ces éléments-là se mélangent. Alors, le blanc fait moche au scan. Même sans le scan, je trouve que le blanc, ça fait moche. Barrez proprement. On ne vous en voudra pas. On sait que vous avez fait une faute. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir corriger sa faute. Ok. Donc voilà. Et sinon, alors vous avez des recommandations du, du bac? Non,
pas de blanc. Moi, vraiment, je déconseille le blanc. En fait, barrez proprement. Prenez une règle, barrez correctement, et puis ça passera. Euh, voilà. Après, je sais pas si vous avez une souris ou peut-être que ça passe mieux, mais bon, globalement, j'ai jamais trouvé que ça allait. Euh, voilà pour ça. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je resterai, euh, je resterai disponible. Pensez bien à des choses toutes bêtes comme dormir, comme manger, comme ne pas passer trop de temps sur votre téléphone, comme tout couper, je sais pas, à 21 h ou quelque chose comme ça. Détendez-vous, faites-vous confiance aussi parce que bon, ça ne sert à rien de réviser la veille puisque la seule chose que vous risquez de faire, donc déjà vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez pas. Et deuxième chose, vous risquez de vous fatiguer. Et typiquement là, bah alors là c'était pas le cas, mais pour Noah, là par exemple, tu as eu l'impression d'avoir de t'être planté sur certains points, tu pourrais encore plus te planter si jamais tu étais fatigué. Parce que bah, c'est avec votre cerveau que vous allez penser le texte, c'est avec votre cerveau que vous allez penser votre sujet. Et si votre cerveau il est fatigué, parce que votre cerveau c'est un organe très important de votre corps, donc si votre cerveau il est fatigué, et ben, il va pas bien penser. Euh, le sommeil c'est le carburant, et donc si vous n'avez pas mis de carburant, bah, vous n'allez pas aller très loin. Donc privilégiez le sommeil. Vos révisions, elles sont faites. Vous pouvez encore réviser 2-3 trucs, mais globalement, vos révisions sont faites. Donc, faites-vous confiance. Vous serez jamais complètement prêt pour le bac. Dites-vous qu'à un moment, il faut remettre ça à un autre moment. Dites-vous aussi que l'écrit, c'est la partie la plus difficile. Donc, ça va être forcément plus compliqué. Vous avez un oral derrière pour vous permettre d'être un peu plus assuré d'avoir des points. C'est une épreuve qui est très importante parce qu'il y a 10 de coef en tout, il y a 5 plus 5, mais euh, ça n'est pas ça qui va décider si vous avez votre bac ou pas. Donc, essayez de vous rassurer au maximum, essayez de vous faire confiance au maximum. Vous êtes tout à fait capable de penser ça. Si vous avez assez travaillé pendant l'année, si vous avez eu des gages du fait que vous avez compris pendant l'année, exploitez ça. Vous avez des qualités, donc allez-y à fond. Oui, c'est coefficient 5 pour l'écrit et coefficient 5 pour l'oral. Donc voilà, faites-vous confiance et voilà. Et puis vous serez en plus dans votre lycée, dans les bonnes conditions, vous serez pas loin de chez vous, etc. Donc voilà, essayez de faire ça. Arrivez tôt le jour J, il y a marqué sur votre convocation qu'il faut être, alors selon si vous êtes en techno en général, 45 minutes ou 30 minutes à l'avance. Soyez là à l'avance, dans tous les cas, pour ne pas avoir le stress idiot du retard le jour où vous allez avoir tellement d'autres choses sur lesquelles stresser. Donc soyez là à l'heure et enfin soyez en avance à l'heure qui est indiquée sur votre convocation, donc 30 minutes à l'avance. Et, euh, et puis voilà, faites-vous confiance, ce sera qu'un mauvais moment à passer. Peut-être même que le texte va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Sachez apprécier la qualité de ce moment si jamais ça vous plaît. Et puis voilà. Et puis vous penserez à, à mon regard plein de confiance et de bienveillance sur vous pendant cette épreuve. Et puis tout se passera bien. Donc voilà pour ce live qui aura duré 1h45 quand même. J'espère que ça vous aura rassuré, que ça vous aura appris des trucs. Je mets immédiatement, dès la fin de ce stream, je mets le VOD sur la chaîne YouTube qui porte le même nom que le Twitch et l'Insta. Donc vous pourrez regarder des passages si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc. Et vous pourrez me redemander des explications, toujours. Voilà. Voilà pour ça. Et donc, nous, on se dit à sans doute lundi ou mardi prochain, on va commencer les lives d'oral. Donc, si jamais il y en a qui veulent faire des passages à l'oral, alors en live, de manière anonyme, hein, mais en tout cas, enfin anonyme, sans le visage, où c'est juste la personne qui passe et où je commente, etc. Si jamais il y en a qui veulent s'entraîner. N'hésitez pas à m'en faire la demande. Enfin, pour l'instant, concentrez-vous sur l'écrit, puis on verra toutes ces choses-là après. On travaillera aussi un peu la grammaire. Voilà pour ce live. Donc, ben, je vous dis bon courage, parce que c'est vous qui allez le plus travailler. Et puis, bah, bon courage. Et puis, reposez-vous, dormez surtout. Et puis voilà. Puis à bientôt.
Salut. Au passage, vous avez vu, j'ai mis les fleurs qu'on m'a achetées. Voilà, j'ai su en faire bon usage. Euh, et donc, bah, merci à vous d'avoir été là. Et puis bah, à bientôt. Salut.